Et donc, merci d'être venu malgré toutes les occupations que nous avons tous en ce moment. Et je dois dire que ce que Romaric m'a dit de son travail, quand on en a parlé un peu, m'a tout de suite enthousiasmé, je vais dire, parce que ce sont des sujets dont on parle très très peu. Et justement, bien sûr, la politique gouvernementale autoritaire chinoise et même plus, ça, nous savons, nous en doutons, mais évidemment pas au point qu'il va nous présenter, mais évidemment, par contre, les mobilisations populaires qui ont lieu et qui sont très régulières et qui sont très importantes, ça, on en a moins connaissance. Et donc, euh, je suis très contente que Romaric puisse vous présenter son travail. Et donc, la Commission internationale remercie tout le monde d'être là. C'est notre, je ne sais pas combienième visio, elle sera donc enregistrée. Grâce à Régis, nous avons comment ça s'appelle? Un YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir en podcast toutes nos visioconférences. Et vous pouvez bien entendu nous envoyer vos remarques et nous contacter et évidemment, encore mieux, adhérer à la commission transnationale. Je pense que je ne vais pas en dire plus parce que Romaric nous a dit qu'il y avait trois parties. Donc c'est lui-même qui va pouvoir présenter ces trois parties. Et je le remercie encore de bien avoir voulu, au milieu de toutes ces activités, participer à cette visioconférence. Et je vous remercie tous les participants aussi de votre présence. Et merci à Régis pour sa technique absolument indispensable. Merci. Et merci à toi, Françoise. Donc, très rapidement, pour me présenter, donc moi, je suis activiste à la base, activiste climat. J'ai pu être très présent dans les mobilisations citoyennes, dans le mouvement climat, Alternatiba, Greenpeace. J'ai lancé le mouvement des jeunes pour le climat en France. Et ensuite, plus on milite, plus on a envie de comprendre les enjeux. Et progressivement, j'ai pu développer une appétence pour la science politique et les relations internationales. Et je me suis spécialisé sur l'Asie du Nord-Est, donc la Chine, le Japon, Taïwan et la Corée. Et donc là, je vais essayer de vous présenter, parce que le sujet est vaste, une analyse géopolitique de la crise environnementale. Donc déjà, un premier chiffre qui permet de poser un petit peu le tableau. La Chine, c'est 27% des émissions de CO2 mondiales. Donc uniquement la Chine, ça représente autant d'émissions de CO2 que les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne réunis. Donc en fait, c'est un défi et un enjeu majeur pour le 21e siècle. Et notre réussite à pouvoir tenir une neutralité carbone en 2060 est conditionnée en grande partie aussi par les autres acteurs. Donc, un petit avertissement, en fait, quand on commence à se pencher sur ce sujet, c'est que je pense qu'il faut une grande humilité, en fait. Une grande humilité parce que c'est une zone, c'est un pays qui a un éloignement culturel extrêmement fort, qui n'a pas du tout les mêmes façons de réfléchir que nous, la même culture, la même langue. Et surtout, le sujet qui nous intéresse, la question de la crise environnementale, est un sujet qui est très peu documenté en France. On a un livre qui existe de Jean-François Huchet, qui est absolument formidable et qui résume un petit peu la situation, mais c'est un des seuls ouvrages qui existent et il fait 150 pages. Donc on est quand même sur une somme de connaissances et un pan de la recherche qui est à découvrir. Donc là, dans cette conférence, on va voir trois points principaux. Donc le premier, c'est vraiment un état des lieux géopolitique. On a besoin en fait de comprendre le contexte politique particulier de la Chine. Il y a une construction politique, une construction économique qui est extrêmement spécifique et on a besoin de la comprendre avant de pouvoir vraiment étudier la crise environnementale chinoise en tant que telle. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir ce rapport de force matériel et idéal entre d'un côté l'État
et le Parti communiste chinois principalement, et de l'autre, une contestation environnementale. Et en spoilant un peu, on va très vite comprendre que c'est un combat de David contre Goliath. Donc, le premier point, donc un tout petit peu d'histoire pour se mettre un petit peu dans le contexte culturel et historique. Il faut vraiment avoir en tête que la Chine est une entité politique unifiée et centralisée. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, la Chine est un empire qui est centralisé. Donc ça veut dire qu'il y a une tradition et un habitus du peuple d'avoir un synonyme d'un pouvoir central fort, qu'il soit impérial ou communiste, et qui vaut à une prospérité et une stabilité. Et surtout, ce qui est très important, en plus de cette continuité et de cette centralisation à avoir, c'est la continuité. En fait, quand on observe l'histoire intellectuelle de la Chine, qui est assez passionnante sur le plan de la philosophie, sur le plan de la religion, on se rend compte que les principaux penseurs, donc le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, sont des modèles en fait qui vont exister jusqu'au début du XXe siècle. C'est comme si nous, en fait, en Occident, on n'était pas sorti de Platon ou d'Aristote et qu'on avait fait que et faire de la lecture de texte dessus. Il n'y a pas en fait de rupture. Et il y a vraiment cette pensée chinoise dans la continuité et dans une pensée vraiment systémique et une pensée d'un tout. Il y a beaucoup moins cette habitude des ruptures que nous, on peut avoir sur le plan intellectuel. Donc, si on se rapproche, ces deux éléments qui sont vraiment importants à avoir en tête, parce que malgré le fait qu'il y a eu un régime autoritaire qui a énormément influencé le pays depuis 1949, il reste quand même dans le cœur des habitants et dans les personnes cette habitude culturelle. Donc, un petit peu de nouveau, pour se rapprocher un petit peu plus de notre période, il faut avoir en tête la rupture de 1949 et de la prise de pouvoir de Mao Zedong sur la Chine, dans un contexte qui est très particulier. Donc, on va dire jusqu'au début du 19e siècle, du 20e siècle, on est vraiment sur un modèle impérial, des tentatives avec la naissance d'une démocratie, d'une république très éphémère, le contexte de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale qui a été extrêmement violent aussi en Chine, avec des massacres absolument abominables et qui marquent encore l'histoire et notamment les relations sino-japonaises. Et en 1949, on a Mao Zedong qui arrive au pouvoir et qui tout de suite, en fait, va poser les bases d'un régime autoritaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par régime autoritaire? Si on devait le qualifier en une caractéristique, c'est vraiment la question d'un parti unique. On a en fait en Chine, et encore maintenant, un parti unique, le Parti communiste chinois, qui en fait a le monopole de la vie politique chinoise. Donc, en parallèle, dans cette période-là, il y a aussi une idéologie extrêmement forte qui se met en place, donc une idéologie communiste, mais ce qu'on appelle une idéologie maoïste. Dans les textes, on va dire, dans la doctrine principale, c'est un communisme, on l'a appelé souvent le communisme des agriculteurs. Il y a cette idée qu'on peut faire une révolution même sans prolétariat. Donc c'est un peu la caractéristique principale du maoïsme. Et un État qui se met en place et qui va se chercher jusqu'à maintenant. Donc, avec toutes les caractéristiques qu'on connaît d'un régime autoritaire, à 1984 de George Orwell, une surveillance, une police d'État, un pouvoir coercitif extrêmement fort. Et deux moments un peu à retenir de cette période qui vont je me permets de les poser parce qu'on va les réétudier après, il faut les avoir en tête. Le premier, le grand bond en avant, donc en 1958, qui est vraiment cette période où il y a une volonté de rattrapage industriel de Mao,
qui a été un échec phénoménal avec des dizaines, voire des centaines de millions de morts dus à des famines et dus à un mauvais contrôle de l'économie. Et ensuite, à partir de 66, s'ouvre, et de la révolution culturelle, s'ouvre une période un petit peu particulière, parce que Mao Zedong, en fait, est en baisse de légitimité, en baisse de pouvoir, et il va chercher à moderniser, d'une certaine façon, la doctrine communiste et le parti-État. Et lui va faire le choix de la culture. Et en fait, à partir de cette période, de 66, pendant quelques années, on a une révolution dans la révolution, avec notamment un grand nombre de jeunes, ce qu'on a appelé plus tard les jeunesses rouges, les gardes rouges, qui vont vraiment en fait être dans une forme puritaine de la doctrine, et qui va être une tentative de Mao pour vraiment reprendre le contrôle. Ce qui va marcher en partie, mais le système, en fait, à ce moment-là, sent que le leadership, cette légitimité par l'idéologie, est en train de s'effriter. Donc, il y a un deuxième moment, on va dire, qui va se mettre en place à partir des années 70, des années 70-80, avec l'émergence d'un nouveau leader, donc Deng Xiaoping, qui, lui, en fait, a vraiment un génie politique et un génie économique, et qui va opérer une libéralisation économique extrêmement forte. Et lui va faire un choix, donc c'est ce qui va lancer sa politique des 4 modernisations, qui vont vraiment avoir pour but de pouvoir hisser la Chine comme puissance économique. Et il y a véritablement un pacte social, un contrat social qui va se nouer jusqu'à maintenant, en fait, entre les Chinois et le Parti communiste chinois, qui est assez simple, qui dit tant que vous nous apportez la prospérité, tant qu'il y a une croissance économique, nous faisons le choix d'abandonner nos libertés politiques. Et en fait, nous, on a cette vision d'un État autoritaire, mais en fait, les études d'opinion indépendantes qui peuvent avoir en Chine montrent que les Chinois, eux, sont convaincus d'être dans une démocratie. Et non seulement dans une démocratie, mais dans une démocratie qui est plus aboutie que la nôtre. Et en fait, il y a cette séparation extrêmement profonde entre, d'un côté, liberté économique et de l'autre, liberté politique. Et c'est encore extrêmement présent jusqu'à nos jours, où en fait, il y a une classe moyenne qui a émergé, et il y a aussi une population, en fait, plusieurs centaines de millions, je crois que c'est 700 millions, le chiffre est assez impressionnant, de Chinois qui sont sortis de l'extrême pauvreté, en fait, pendant cette période et jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment une entente entre les deux, mais qui n'est pas sur le plan, en fait, politique. Et ce moment-là va être extrêmement particulier aussi. C'est en 89, avec le massacre de la place Tiananmen, qui est un moment politique où, en fait, il y a une tentative de la jeunesse de pouvoir demander des libertés politiques, et de l'autre, on sentait quand même certains hauts cadres du parti qui auraient été prêts à leur accorder cette liberté politique, mais vraiment un moment où Deng Xiaoping a vu ce qui s'est passé en URSS, et il a été confronté au choix de se dire soit on fait ce massacre, on a vraiment c'était un choix qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui a été prémédité, de dire soit on ouvre et on prend le risque d'avoir le même phénomène qu'en URSS, ou on fait le choix de fermer et d'être mis au ban, en fait, de la société internationale. Et c'est le choix qu'ils ont effectué. Et en fait, il y a eu cette continuité, on va dire, des années 80, donc ce deuxième moment des années 80, jusqu'à, on va dire, aux années 2012, qui a vraiment été un moment 2012-2013, là, qui a été un moment extrêmement charnière, il y a environ une dizaine d'années, avec, à ce moment,
la prise de pouvoir du dirigeant actuel, Xi Jinping, qui a réussi véritablement en fait à poser sa marque dans, dans la doctrine et dans l'idéologie officielle du parti. Et vraiment, il y a eu des dirigeants entre Deng Xiaoping et Xi Jinping, mais les trois grands dirigeants et les trois grandes périodes qu'on retient en fait de la Chine, c'est la période de Mao, ce virage économique de Deng Xiaoping et en fait ce moment actuel avec Xi Jinping qui lui, de nouveau, a réussi en fait à développer, c'est un peu cynique, mais à perfectionner d'une certaine façon cet autoritarisme en, sur deux aspects. Sur un premier aspect qui est le retour et la continuité avec l'histoire impériale. En fait, depuis 2012, il y a eu vraiment, pendant la révolution culturelle, des autodafés, des textes traditionnels chinois. Et lui, Xi Jinping, a réussi à reconstruire à la fois une continuité avec l'ère impériale, mais aussi à développer une forme de nationalisme moderne, comme nous, on peut le connaître dans nos pays, avec cette volonté d'être une puissance mondiale. De l'autre, et on y reviendra un petit peu plus en détail à la fin, il y a vraiment une forme de modernisation. C'est pour ça qu'on parle d'autoritarisme 2.0. C'est pas de moi, c'est d'un super auteur allemand, un journaliste allemand, Kay Streitmaker. J'ai le bouquin là-bas, je vous le ramènerai après. Et qui lui explique qu'il y a tous les éléments de cet autoritarisme traditionnel, le parti-État, le fait de réécrire l'histoire, mais il y a une forme de modernisation de cet autoritarisme, notamment par les nouvelles technologies. Donc, les technologies de surveillance, où il y a une forme d'utilisation de la technologie avec la vidéosurveillance, mais aussi la big data, mais aussi les différentes intelligences artificielles pour pouvoir traiter en fait toute cette donnée. Donc voilà. Et aussi une forme, donc ça c'est plus sur le plan philosophie politique, et Foucault et Deleuze en parlent très bien, ou des auteurs comme Damasio en parlent très bien, une forme de changement de nature de cet autoritarisme qui n'est plus un autoritarisme coercitif et vertical, donc on va dire vraiment oppressif au premier niveau, mais qui va se baser en fait sur un contrôle social et un contrôle environnemental, un contrôle social extrêmement fort. Et c'est notamment l'exemple typique de ce qui a été lancé dernièrement, il y a quelques années, des crédits sociaux. En fait, là pour l'instant, c'est pas encore développé dans tout le pays, mais ça commence à se développer dans la plupart des grandes villes. Chaque citoyen a un crédit social. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu cet excellent épisode de Black Mirror où justement il y a le même phénomène. Et en fait, si par exemple vous faites une bonne action, vous allez avoir une récompense. Vous jetez un papier par terre, vous avez une mauvaise note. Et donc, cette note va conditionner l'ensemble de votre vie. Par exemple, votre capacité à trouver du travail, votre capacité à louer une voiture. Donc, à premier abord, on pourrait se dire oui, pourquoi pas, ça peut permettre de là. Mais en fait, c'est un système qui est vraiment extrêmement pernicieux parce que les normes qui sont mises en place sont les normes du parti, les normes de la société. Et en fait, on rentre vraiment dans une déconstruction extrêmement fine de l'individu pour avoir cette reconstruction au service du collectif et, et de l'idéologie du parti. Donc rapidement, c'est un petit peu l'état des lieux, on va dire, actuel. Donc vraiment, ces trois moments, on va dire, la période maoïste avec une idéologie extrêmement forte et la présence du parti-État, ce virage économique, ce nouveau contrat social qui se base sur l'économie, et enfin maintenant, la nouvelle forme pas de leadership, mais oui, c'est un leadership qu'il a mis en place pour rester à la tête du parti, qui se base sur une optique nationaliste
sur une optique, une reconnexion avec l'ère impériale, on va dire, avec les grands penseurs et la continuité impériale. Et enfin, là, on va dire, cette mise en place des nouvelles technologies au service de l'autoritarisme. Donc, ça, c'est la situation sur le plan, on va dire, national. Et enfin, sur la partie, on va dire, internationale, on a vraiment je ne vais pas dire une schizophrénie, mais une dualité, en fait, entre deux tendances. Donc, pour reconnecter avec ce qu'on disait tout à l'heure, dans les années 90, la Chine est mise complètement au banc de la scène internationale. Et progressivement, elle a mis 10 ans à peu près à pouvoir revenir, notamment grâce à son pouvoir économique et ce cynisme aussi on va dire, des autres puissances, et ce contrat social implicite qui dit vous regardez pas la question des droits de l'homme, et de l'autre, on accepte de faire des marchés, des traités commerciaux en fait avec vous. Et c'est ça un peu ce contrat social qui peut exister au niveau de contrat diplomatique entre la Chine et le reste du monde. Donc, ce qui est très questionnant pour nous en tant que militants d'ailleurs. Donc, et évidemment, là. Et en fait, il y a vraiment cette dualité entre d'un côté une volonté de puissance, une volonté de s'affirmer, qui est issue à la fois en fait d'un traumatisme extrêmement profond, qui est celui des guerres de l'opium. En fait, la Chine a été envahie 2 fois par les puissances occidentales au cours de son histoire. Au XIXe siècle, elle en garde un immense traumatisme. Et aussi, ce qui est très intéressant d'avoir en tête, c'est que la pensée en fait géopolitique chinoise n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous, on a cette idée que des valeurs sont universelles et que on a une volonté de pas dire coloniser partout, mais voilà, je pense qu'on a eu des penchants colonialistes extrêmement forts. La Chine, elle, se considère comme le centre du monde. Et c'est assez intéressant, c'est l'empire du milieu. Elle a envie d'avoir son intégrité géographique et territoriale. Elle a envie d'avoir un glacis, on va dire, un espace vital autour d'elle, et c'est notamment ses stratégies d'influence et la ligne des 9 points en termes de défense, qui est une ligne maritime, et tous les conflits qu'il y a en Chine de mer méridionale actuellement. Elle veut sécuriser en fait ses sources d'approvisionnement, donc notamment avec un développement extrêmement fort vis-à-vis en Afrique et en Amérique latine, la Chine est devenue un des premiers partenaires commerciaux de l'Amérique latine. Et elle a vraiment cette volonté en fait d'être au centre, de se protéger. Mais elle n'a pas forcément une volonté universaliste. En tout cas, c'est un avis personnel, c'est un avis qui est partagé par d'autres experts, et c'est un point qui est intéressant à avoir en tête. Après, évidemment, elle rentre dans les organisations internationales et elle développe une vocation universelle, en fait. Mais il y a quand même cette question-là. Et de l'autre, il y a une volonté d'intégration, où en fait, c'est très intéressant quand on voit la diplomatie chinoise avant. La diplomatie chinoise était caractérisée par une forme d'amateurisme. En fait, jusque dans les années 2000, on sentait que les diplomates n'avaient pas du tout les codes en fait dans les organisations internationales. Et progressivement, ils ont appris à lisser, ils ont appris en fait à jouer dans le jeu international. Et vraiment, il y a cette ambivalence entre d'un côté une volonté de puissance, et quand on parle de puissance, on parle de choses qui sont quand même extrêmement violentes. Il peut avoir des prises d'intérêt dans des pays, il peut avoir des formes de corruption exacerbées, et en interne, je pense qu'on a tous en tête la question ouïghour, la question du Tibet, et qui s'impose en fait avec une violence phénoménale. Donc aussi, et je vais conclure ma première partie là avant de pouvoir répondre à quelques questions,
on est quand même dans une forme on est dans une forme de violence extrêmement forte. Donc peut-être on peut essayer de prendre quelques questions, parce que je vais passer vraiment là sur le sujet de la crise environnementale. Donc là, vraiment, plutôt qu'on est sur la question des nationales et sur la géopolitique, vraiment sur ces questions-là, est-ce que il y a des questions? Bon, apparemment. Ben oui, j'ai Est-ce vu que une main qui se levait. Moi, je peux bien poser une question, Myriam. Oui. Du coup, comment interpréter, pas les conflits, mais les tensions récurrentes qui se produisent en mer de Chine et sur toutes les îles qui sont dans le pourtour chinois, y compris Hong Kong, c'est une situation particulière, mais Taïwan qui a peur, puisque c'est vrai qu'on dit tout le temps que la Chine n'a pas de volonté expansionniste et qu'on voit bien son expansionnisme économique par contre, mais néanmoins militairement, c'est une très forte puissance militaire, même si elle n'a pour l'instant jamais agressé personne. Alors, c'est super intéressant comme question. Il y a 3 sous-questions de réponse. Je vais commencer un peu par la plus théorique avant de rentrer sur la partie très pratique. Ce qui est très important, c'est l'habitus de pensée en fait chinoise qui est encore imprégnée de Sun Tzu, qui est vraiment l'auteur de référence en Chine. Et lui a une optique en fait stratégique qui est l'inverse de celle des Occidentaux. Pour résumer très rapidement, les Occidentaux, on vise en fait le point central, ce qu'on appelle la balle d'argent, le domino, qui va faire tomber tous les autres dominos, et y compris par la violence, et en fait réussir à avoir le point précis qui va permettre de faire pression et de débloquer tout, alors que la doctrine de Sun Tzu est vraiment dans la stratégie indirecte. Pour eux, en fait, le déclenchement d'un conflit armé et le déclenchement d'une guerre est déjà une défaite en soi. Et eux, toute leur stratégie en fait géopolitique est basée justement sur cette capacité en fait à encercler, mais vraiment de manière, c'est un peu militaire, hein, mais c'est d'encercler son adversaire, de réussir à l'étouffer pour pouvoir avoir une victoire en fait sans combattre. Et ça, c'est vraiment une réalité et une capacité en fait à penser le temps extrêmement long. Et c'est assez impressionnant, quelque chose qui est assez différent de chez nous. Et ensuite, il y a 2 sous-questions dans ce que tu dis. La question de Taïwan et de Hong Kong est spécifique parce qu'en fait, Taïwan, au moment de la prise de pouvoir de Mao, les nationalistes se sont réfugiés à Taïwan. Et en fait, ils ont pris le contrôle de Taïwan. Et il y a toujours eu une ambiguïté au début sur la scène internationale entre la Chine continentale, donc la Chine communiste, et la Chine, on va dire, de Taïwan. Et en fait, la Chine considère que c'est son territoire. En fait, que c'est son territoire, que ça fait partie de son territoire. Et Hong Kong, c'est un peu la même question, parce qu'en fait, c'est une concession anglaise à la base. Au moment de la guerre de l'opium et au moment en fait des guerres de l'opium, il y a eu des concessions qui ont été données aux Occidentaux, dont Hong Kong en fait. Et il y a eu un contrat de rétrocession au bout de 99 ans et on est arrivé au moment du contrat de rétrocession. Donc en fait, ça c'est vraiment c'est des problématiques qui sont elle en fait la Chine vraiment considère que c'est son territoire. Ensuite, la question de la Chine de mer, la question des tensions en Chine de mer méridionale est différente parce qu'il y a ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, donc vous savez les 200 km autour des côtes, et en fait il y a plusieurs îlots qui en soi n'ont pas forcément d'importance, il n'y a pas grand monde dessus et c'est pas pour vivre dessus, mais par contre ils ont des zones économiques exclusives. Et en fait, la Chine a développé ce qu'on appelle depuis très longtemps, depuis le 15e siècle à peu près, ce qu'on appelle la doctrine de la ligne en 9 points, où elle trace une ligne, on va dire une ligne rouge, autour de ses côtes, qui intègre en fait ces différents îlots. Et ces îlots, en fait, appartiennent déjà à d'autres personnes, à d'autres pays, et c'est des conflits avec le Vietnam notamment, avec la Malaisie, avec l'Indonésie.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très intéressant de voir un peu la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est qu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice internationale, la Cour pénale, je ne sais jamais, la Cour pénale internationale qui dit ces îlots, en fait, ne sont pas à la Chine. Sauf que la Chine, en fait, elle a dit on s'en fiche complètement de ce que dit le droit international. Ils ont débarqué avec des bateaux, des conteneurs bateaux avec du sable. Et en fait, ils ont artificialisé des petits sols, ils ont créé des bases militaires. Et ensuite, ils ont été en fait négociés avec chaque partenaire et, comme tu disais, donner des accords économiques en fait à chaque partenaire pour qu'ils taisent leurs revendications. Et ça, c'est là où on voit, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, ce que je disais au début, c'est vraiment une stratégie indirecte, quoi. Ils n'ont pas déclenché de guerre, mais par la dissuasion et les avantages économiques, ils ont réussi à les récupérer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on reprend la suite? N'hésitez pas à prendre la parole. Je peux me permettre. Il y a une main levée. Il y a une main levée. Ah, pardon. Ramzi, excuse-moi, Myriam, pardon. Myriam, tu peux intervenir juste après Ramzi? Oui, bien sûr. Moi, ça va être très, 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 très rapide. Excusez-moi. En fait, en ce qui concerne la Chine, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout leur rapport aux droits humains. Je vis au Canada. Je représente des Français qui vivent ici, mais je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé dernièrement avec 2 ressortissants canadiens. En fait, à la suite d'un problème avec la compagnie Huawei, qui offre un système de technologie 5G, un problème entre les États-Unis et la Chine. Il y a une ressortissante chinoise, donc si je me rappelle bien, c'est la fille du fondateur de Huawei qui a traversé le Canada, et donc bien évidemment, elle était demandée par les autorités américaines pour comparaître devant une cour, devant un juge, et elle a été arrêtée au Canada. Alors, pour répondre à ça, la Chine a arrêté 2 ressortissants canadiens qui se sont retrouvés emprisonnés durant 2 ans, enfin, un an et demi à peu près, avec un danger de se faire exécuter quasiment. C'est ce qu'on entendait ici au Canada. Donc moi, ce que je trouve inquiétant avec la Chine, principalement, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont une certaine manière de voir les droits humains qui est un peu différente de celle de tout le reste de la planète. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Puis, avec tout le reste, ça, bien sûr, ils ont une manière de voir le monde qui est aussi différente de la nôtre. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est celle-là, parce que ça ne connaît aucune limite. Et je m'inquiète beaucoup pour nos compatriotes qui vivent là-bas. Alors, il s'avère que je suis un élu des Français de l'étranger et que on tombe sur des dossiers parfois où la diplomatie française peut intervenir. J'ai vraiment peur qu'en Chine, on ne puisse jamais le faire. Voilà. Patrick, vas-y, je prends les 2 questions. La place des intellectuels et des élites culturelles aujourd'hui. Ouais, ok. Alors, la première sur la question des droits de l'homme, oui. Myriam, vous voulez intervenir aussi me semble. Excuse-moi, vas-y Myriam. Moi, c'était une petite précision supplémentaire liée à la situation en Ukraine, parce qu'il me semble qu'il y a aussi des zones plus ou moins de tension sur des îles entre Chine et Russie. Est-ce que tu peux confirmer quelle est la nature des relations URSS-Chine sur ces tensions territoriales? Ok. Ce que je propose, il y a toute une partie que je développe dans la 3e partie sur la question des droits de l'homme et des intellectuels. Et en fait, je vais parler de leur place et des différents rapports de force. Donc, j'ai bien en tête votre question, mais je la garde pour ce que je vous propose, c'est que je la garde. Si je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à me dire, en fait, et je repréciserai. OK? Mais je l'ai bien en tête. Évidemment, on ne peut pas parler de Chine sans parler des droits de l'homme. Et par contre, sur la question, je vais prendre la question Ukraine. Alors, dans mon souvenir, c'est une tension entre le Japon et la Russie. Dans mon souvenir sur les îlots, parce qu'il y a aussi des tensions entre c'est les îles Sakhalines, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est un contentieux qui reste de la Seconde Guerre mondiale, dans mon souvenir, et qui en fait, je suis
sûr à 80%, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais voilà, c'est un contentieux entre les deux et il a été résolu dans mon souvenir, il y a pas longtemps. Mais par contre, sur la question plus générale c'est vraiment les îles qui sont tout au nord en fait du Japon et entre les deux. Après, sur la question de la relation Chine-URSS et maintenant Chine-Russie, il y a tout un chapitre. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est deux puissances qui étaient communistes. Donc, de fait, il y avait des affinités particulières entre les deux et l'URSS, notamment pendant la période maoïste, a longtemps soutenu de manière extrêmement forte la Chine. Et en fait, la Chine était dans un équilibre avec d'un côté l'URSS où ils étaient soutenus par l'URSS et de l'autre, donc c'est notamment Nixon et Kissinger, donc le génie, c'est un grand diplomate américain, Henry Kissinger, qui a dans les années 60-70 opéré un basculement parce que lui avait deviné que la Chine deviendrait une puissance économique. Et en fait, il y a eu un basculement qui s'est opéré avec un point d'équilibre avec la Chine et une dégradation des différentes relations avec l'URSS, notamment jusqu'à des conflits de frontières assez importants et des tensions extrêmement importantes. Et voilà, et dans les années 90, ça a été compliqué. Là, actuellement, donc là, maintenant que l'URSS est devenue Russie et que Poutine, voilà, une stratégie qu'on lui connaît, il y a une ambiguïté. Il y a une véritable ambiguïté, on l'a très bien vu là sur le déclenchement de la guerre en Ukraine, où d'un côté, en fait, la Chine n'a pas condamné autant que les autres puissances occidentales. Ils ont cherché en fait à rester dans une forme de neutralité, parce que d'un côté, ils veulent pas se mettre le reste du monde à dos et le reste du monde a obligé la Chine à se positionner sur les questions, donc ils ont dû là-dessus. Mais de l'autre, en fait, il y a des connivences extrêmement fortes entre Poutine et la Chine, notamment donc sur les questions, on va dire, de régime politique tout à fait compatibles, où c'est deux formes d'autoritarisme, donc c'est un modèle politique, et que sur la scène internationale, le fait d'être ensemble, ça les rend plus puissants. Mais il y a aussi énormément d'intérêts en fait gaziers entre la Russie et la Chine et des hydrocarbures qui passent entre les deux et une volonté de rapprochement. Et ce qui est assez intéressant, c'est la même question en fait que la question des sous-marins, là où je ne sais pas si vous vous souvenez en australien. Maintenant, une des questions principales en géopolitique, c'est comment cela influence le duel entre Chine et États-Unis, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est une référence, c'est un concept qui montre l'opposition entre une puissance descendante, qui est les États-Unis, et une puissance ascendante, qui est la Chine, et les risques de conflit. Et en fait, actuellement, il y a vraiment cette question qui est au cœur des différents enjeux. Et honnêtement, c'est la phobie, c'est la crainte, c'est la hantise de tous les responsables occidentaux. C'est cette alliance en fait entre Russie et Chine. Et notamment, il y a beaucoup de critiques de la position en fait des Occidentaux vis-à-vis de la Russie et de tout ce contentieux en fait où bon, on a un peu dépouillé la Russie dans les années 90. Clairement, là-dessus, on a toujours refusé avec l'OTAN. Et la crainte en fait de beaucoup de géopoliticiens en France, et c'est assez intéressant d'entendre ce qu'ils disent. Ils disent, au-delà de la question des valeurs, au-delà de la question de l'Ukraine, la séparation entre cette guerre qu'il y a actuellement entre Occidentaux et Russes, ça peut être un des marqueurs les plus importants du XXIe siècle parce que ça peut faire basculer la Russie dans les bras de la Chine. Et parce que en fait, la Russie n'est plus une puissance voilà, là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Myriam. Ok, top. J'enchaîne sur la suite, peut-être? Oui, très bien. Vas-y, Romaric. Ok. Donc là, en fait,
on va vraiment se concentrer sur la question de la crise environnementale. Donc, la crise environnementale en Chine et quelles sont en fait à la fois ces causes profondes, à la fois les impacts concrets, on va dire, dans la vie des gens, et surtout la réponse du gouvernement contre ça. Donc, une petite précision en amont, on va en fait assez peu parler de CO2 et de changement climatique, parce que ce n'est pas forcément une préoccupation des Chinois. C'est pas forcément une préoccupation des Chinois et c'est pas forcément une préoccupation du gouvernement. Eux, leur préoccupation, c'est les sujets qu'on va évoquer parce que ça touche directement en fait la vie des gens et les gens se mobilisent sur ces sujets-là. Donc, on va commencer par la question des causes et on peut en citer, on va dire 4. Il y en a une infinité, mais les quatre causes principales sont la première. Je pense vraiment, et ça on n'en parlera jamais assez, mais un terrain intellectuel et idéologique qui est extrêmement favorable aux dégradations économiques. Il y a un excellent ouvrage qui a été écrit par Judith Shapiro, on en reparlera après, qui s'appelle Mao, la guerre de Mao contre la nature, et elle explique, et c'est très intéressant, qu'en fait le communisme, dans son idéologie profonde, est productiviste et extractiviste parce qu'elle est dans une forme de gigantisme. Et qu'il y a cette volonté, en fait, d'affranchir l'homme de la nature. Et on en arrive à des projets qui sont complètement délirants, en fait. Le grand bond en avant, on a vraiment, en fait, dérégulé totalement l'agriculture. On a voulu, en fait, poser l'homme comme une forme de démiurge et dire, bah, dans cette zone-là, on va faire ça, alors qu'en fait, ça ne fonctionnait pas du tout et on a des famines. On va être sur une construction de 80 000 barrages, en fait, dans l'ensemble du pays, sur les années 60-70, avec aucune considération pour les personnes qui habitent là, aucune considération pour les conséquences environnementales. Et il y a des gens qui ont essayé de dénoncer ça. Je pense par exemple à Wang Wanli, qui était ingénieur et professeur à l'université de Tsinghua, et qui s'est retrouvé dans un camp pour lui a proposé de faire un petit séjour à la campagne de 20 ans, quoi. Donc, ça a été vraiment une répression extrêmement forte, et notamment par des contraintes qui étaient, on va dire, véritablement en fait idéologiques, par cette volonté de rattraper, mais aussi par un modèle de société qui a été une forme d'industrialisation extrêmement poussée et qui a été extrêmement rapide. Et il y avait cette situation géopolitique, c'est une phrase choc, on va dire, une phrase qui résume le projet industriel sous Mao et sous Deng Xiaoping, qui a été de compter sur ses propres forces. Littéralement, en fait, Mao Zedong, il a eu une phrase qui veut à peu près tout dire. Il dit moi, je m'en fiche qu'il y ait une guerre nucléaire. De toute façon, il y aura toujours des Chinois en Chine qui survivront. On peut se prendre une avalanche nucléaire et ça va quand même le faire. Et lui, il était vraiment dans cette optique d'une autarcie de la Chine. Et pour pouvoir développer cette autarcie, il a fallu développer à la fois un tissu industriel d'industrie lourde sur un modèle type URSS, et de l'autre, j'ai plus en tête le nom du chercheur qui utilisait ce terme, et il parle d'une industrie semi-planifiée, semi-anarchique. Donc en fait, il y a deux tissus industriels qui vont se développer en Chine, un premier sur un modèle d'industrie lourde, et de l'autre, un tissu industriel qui n'est pas du tout rationalisé, où en fait, on se retrouve avec, je crois, le chiffre, c'était 80 000 cimentiers en Chine, parce qu'il n'y a pas eu une forme de rationalisation. Ils ont dit chaque province, région a son cimentier à lui. Et on se retrouve en fait avec ce manque de rationalisation à une part de dommage environnemental qui est extrêmement importante.
Donc vraiment, il y a eu cette période d'industrialisation, cette hausse du niveau de vie, et qui a provoqué en fait le système industriel qu'on a actuellement et qui est encore prégnant et qui est encore ce système industriel issu des années 70-80. Donc la première raison, c'est vraiment ce paradigme idéologique de l'homme contre la nature. La deuxième, c'est vraiment cette question d'industrialisation et notamment par un phénomène. On a du mal des fois un peu à en parler parce que ça peut poser des questions éthiques assez compliquées, mais chez les environnementalistes et chez les écologistes, mais la question de la démographie. En fait, en termes de chiffres, entre le début du 19e siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a entre 400 et 470 millions de Chinois. En 1953, il y en a 602 millions. En 1980, il y en a 1 milliard. Actuellement, on est à 1,35 milliard. Donc, en fait, quand on triple, ça fait à peu près 3 fois la taille de l'Europe. Si on triple de taille, en plus, on rajoute une question d'urbanisation, une question d'industrialisation. Ça provoque en fait une situation totalement explosive en termes de dommages environnementaux. Donc on en arrive vraiment à cette question. Et surtout, il y a aussi la question du système énergétique. La question du système énergétique, l'industrie en fait, l'industrie en Chine a été jusque dans les années 2010, on va dire à peu près 2010, quasi essentiellement basée sur le charbon. Donc en fait, à partir du moment où on a une industrie qui est basée sur le charbon, on sait que c'est une des industries les plus polluantes. Et en fait, le charbon a été choisi par facilité, parce qu'en fait, c'est une énergie qui est assez simple à mettre en place. Il suffit, on peut monter une usine assez facilement, on peut les mettre assez rapidement en place dans une usine, et c'est assez intéressant. Là, il y a eu un phénomène où, en parallèle, là, depuis une dizaine d'années, la Chine est devenue leaduse sur la question des énergies renouvelables. Et de manière assez exponentielle, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos, mais qui sont absolument impressionnantes, où en fait, ils prennent une vallée entière et ils le remplissent complètement d'éoliennes ou de panneaux solaires. Et avec aucune considération pour les droits humains ou le droit des habitants, mais c'est par vallée entière qu'ils ont pu les développer. Et là, c'était assez intéressant parce que l'année dernière, il y a eu un rendement en fait énergétique du fait de la météo, tout simplement, qui a été assez faible. Ce qu'ils ont fait, ils ont relancé des usines à charbon. Il y en a qui étaient éteintes, de nouveau, ils le relancent parce que c'est une énergie qui est facile à mettre en place. Donc, il y a vraiment cette addiction au charbon et ce changement d'échelle sur le plan démographique et sur le plan de l'industrie. Donc, voilà, et quelques chiffres encore, on va dire, les 4 points, c'est cette idéologie, on va dire, de l'homme contre la nature. Et on va reparler de géo-ingénierie après, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. La question de la démographie et de l'urbanisation, en termes de chiffres, on était à 200 millions d'habitants en zone urbaine dans les années 80, et maintenant on en a 690 millions. Donc en fait, il y a un chiffre extrêmement fort là-dessus, cette industrialisation et ce système énergétique. Donc en fait, là, on a vu vraiment les causes, et là, on va voir les conséquences. En fait, les conséquences et comment se matérialisent ces dommages environnementaux. Le premier, vraiment, et une des préoccupations principales des Chinois, je crois que c'est 80% à peu près, j'avais la stat sous les yeux tout à l'heure, 83%, pour qui c'est la préoccupation première, c'est la question de l'air, de ce qu'on a appelé l'apocalypse, qui est en fait cette saturation en pollution des différentes villes. Et à un stade, pour vous donner juste à peu près un chiffre qui veut à peu près tout dire, entre 2008 et 2015, donc pendant 7 ans, les habitants de Pékin ont respiré que 55 jours d'un air qui est en dessous
des normes de santé de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est 2% de ces 8 années. Donc, en fait, il y a cette problématique qui émerge et qui est extrêmement prégnante dans les villes. Et pour vous donner l'idée de cet impact sur la santé, c'est un habitant de Pékin, c'est comme s'il fumait 23 cigarettes par jour ou qu'il passait sa journée je ne sais pas si vous voyez dans les aéroports, les fumoirs pour aéroports, ceux qui ont déjà été, c'est insupportable. En fait, pour la santé, c'est comme si vous viviez en permanence dedans. Et on va y revenir, c'est une des causes on va dire, de mobilisation les plus importantes en Chine. Je vais y aller peut-être un peu plus vite parce que sinon, il y a aussi la question de la pollution et de la carence en eau. C'est il y a plus de 280 millions de personnes en Chine qui n'ont pas accès à l'eau. Parce qu'en fait, il y a une telle pollution des nappes phréatiques, une telle pollution de l'eau liée aux industries, liée aux rejets chimiques, liée à beaucoup de choses qui vont en fait créer cette pollution en eau. Et on va dire que dans le nord, dans le sud, il y a beaucoup d'inondations. Et dans le nord, il y a énormément de canicules, avec un phénomène de désertification qui est de plus en plus prégnant et une dégradation des sols. Donc, c'est vraiment la troisième question, où on est à plus de 19,4% des terres arables et 16,1% des sols, pourcentage des sols qui sont pollués, mais aussi 10% des forêts et 10,4% des prairies qui sont polluées. Donc, désolé, je balance un peu quelques chiffres et un peu une avalanche de chiffres, mais je trouve que c'est assez représentatif, en fait, des différentes problématiques. Et c'est vraiment ça qui va préoccuper la population chinoise. C'est la population citadine, en fait, elle la vit tous les jours, cette pollution. Il y a les citoyens, ils vont télécharger des applications, ils vont en fait consulter en permanence la relevée de la pollution. Dans les zones rurales, l'accès à l'eau, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Donc, ce n'est pas forcément la question vraiment du CO2, du changement climatique, qui va être la préoccupation première. Je parle des citoyens. Les citoyens, c'est un bien grand terme, mais en tout cas du peuple chinois. Mais par contre, le gouvernement et le Parti communiste chinois a bien compris que la question du changement climatique était en fait au cœur des préoccupations mondiales. Et évidemment, nous de l'extérieur, on sait que les émissions de CO2 sont, comme on disait au début, sont absolument faramineuses. Et donc, en fait, la Chine a quand même d'elle-même, et ça c'est super intéressant, on y reviendra aussi après, a d'elle-même annoncé la neutralité carbone pour 2060 et une réduction des émissions de CO2, je crois, je ne sais plus, c'est 55 pour 2030 d'elle-même. Donc, en fait, elle a pris cet engagement et sans qu'elle a envie de le tenir, en tout cas, parce qu'elle sent que cette situation est intenable, justement. Et elle s'en sert comme levier de diplomatie. En fait, il y a toute une diplomatie verte qui s'est développée avec une position extrêmement particulière de la Chine dans les négociations qui est assez intéressante. C'est ce qu'ils appellent la responsabilité commune mais différenciée, qui est en fait un principe où eux se présentent comme les leaders des pays émergents et ils disent que ce n'est pas forcément de leur faute, en fait, il y a eu une histoire de l'industrialisation occidentale qui a provoqué le changement climatique, mais que eux ne sont pas forcément responsables de ça. Donc, il doit y avoir un transfert d'argent et un transfert de fonds entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et la Chine, en fait, se met à la pointe entre les deux en tant que leader des pays émergents. Donc, elle a tenu cette ligne pendant la COP21 et qui a été adoptée. Et c'est un des principes centraux, un des principes centrales
des accords de Paris, cette question de responsabilité commune mais différenciée. Donc voilà, et avec avec ce retrait de Donald Trump des accords de Paris, la Chine a tenté aussi de se poser en tant que leader là-dessus. Donc vraiment, ce double niveau, les préoccupations du peuple chinois, et de l'autre, la stratégie du gouvernement qui se rend compte qu'il y a un changement climatique qui est en cours et qui s'en sert comme instrument diplomatique. Donc là, de manière vraiment plus ciblée, et pourquoi en fait, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va en parler, il y a une contestation environnementale, mais la contestation en fait environnementale en Chine est muselée. Donc en fait, elle n'a pas forcément en soi de pouvoir, on va dire, d'influencer les choses, mais par contre, le Parti communiste chinois a fait le choix de commencer à agir sur ces sujets. Et ce qui est intéressant, et donc là, on se met du point de vue, en fait, du Parti communiste chinois, qu'est-ce qui, eux, en fait, les ont mis en branle, ces deux sujets. Et notamment le premier, qui est la question de l'impact économique. Et en fait, il y a un chiffre qui est absolument sidérant. La question de la crise environnementale en Chine coûte entre 5,8% et 8% du PIB chinois, en fait, qui est grignoté uniquement par la crise environnementale. Et actuellement, une des causes de l'infléchissement de la croissance économique chinoise, c'est justement la crise environnementale. Et en fait, c'est cet élément-là central qui va pousser le gouvernement et le Parti communiste chinois à agir. Et une seconde raison, qui est aussi la question sanitaire. On est à un chiffre qui est absolument affolant, on est à 1,6 million de morts par an sur la question de la pollution. On est à 44 000 morts par jour. Donc, on en est à, c'est pour vous donner une idée, c'est 40% de l'ensemble de la population mondiale qui meurt à cause de la pollution, qui est de 3,36 millions. Donc, c'est essentiellement des cancers du poumon et c'est beaucoup des cancers du poumon. Donc là-dessus, et aussi toutes les autres questions, là, moins sur la pollution, mais sur la pollution des eaux, le développement de différentes maladies qui est assez fort. Et en fait, c'est vraiment ces deux raisons-là qui vont pousser le gouvernement et le Parti communiste chinois à agir, et sans forcément il y a une pression citoyenne, il y a une sensibilisation des citoyens, mais s'ils n'auraient pas envie, ils pourraient le tenir politiquement sans aucun souci. Mais c'est ces deux raisons-là vraiment qui vont les pousser à agir. Et je vais essayer de passer vite, mais il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place sur la question environnementale. Donc la première loi date de 1979, qui était assez innovante d'ailleurs. Ils ont essayé de mettre en place ce principe de pollueur-payeur. Elle a été suivie par une révision en 89 et elle constitue la principale base juridique jusqu'en 2015. Donc, il y a eu un cadre normatif et on est à peu près à 70 règles sur le respect de l'environnement, 400 normes environnementales nationales et 30 règlements administratifs uniquement sur la question environnementale. Je donne quelques chiffres pour donner un peu une idée. Et là, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est sur la question vraiment de comment ce sujet est saisi par l'État. C'est sur la question de l'administration, où en fait, il y a eu une émergence extrêmement difficile d'une administration qui s'occupe de la question environnementale. Le premier bureau de protection de l'environnement date de 1974, mais il faut attendre vraiment 1998 pour avoir on va dire, un bureau digne de ce nom. On va dire, avant ça, ils sont moins de 300 dans cette administration. Donc, autant vous dire que pour gérer une pollution d'un pays d'1 milliard de personnes, c'est dérisoire. À partir de 98, on commence vraiment à avoir une administration qui se met en place et des administrations locales. Et en 2008,
on a la création du ministère de la protection de l'environnement et enfin, et ça c'est symboliquement intéressant, qui a la même hauteur que les autres ministères. Parce que juste avant, ils étaient en dessous, le ministre de l'Environnement était en dessous des autres ministres dans les différentes réunions. Et après, il faut mettre en lumière, parce que c'est assez particulier sur le fonctionnement en Chine, parce qu'il y a l'État officiel et il y a la hiérarchie du parti. Et les deux, en fait, sont liés. Et à chaque échelon, la hiérarchie du parti a le contrôle sur la hiérarchie de l'État. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête et là-dessus. Mais c'est pas suffisant. En fait, c'est pas suffisant au niveau de la hauteur des enjeux, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements, pour appeler ça gentiment, où en fait les administrations locales ont de très forts soucis à mettre en place la législation environnementale. Il y a un dicton qui date de l'ère impériale qui dit « l'empereur est loin, le ciel est haut ». Et en fait, le pouvoir central est très loin, il est à Pékin, il ne voit pas ce qui se passe. Et de l'autre, le ciel, il est très haut et je m'arrange avec ma morale, quoi. Et en fait, il y a un système où il y avait avant une pression des cadres du parti, on va dire, pour les cadres nationaux sur les cadres locaux, en leur disant, si vous voulez monter dans le parti, il faut que vous ayez des rendements en termes économiques. Et donc, en fait, d'un côté, il y avait cette injonction à l'économie, et notamment la question du chômage, où en fait, fermer une usine, ça provoque quand même du chômage, et de l'autre, les impératifs environnementaux, et très souvent, ils choisissaient la question des impératifs économiques, et en plus, avec toutes ces questions de clientélisme, toutes ces questions d'arrangement au niveau local, voilà, c'est quand même un système là-dessus. Et même, c'est impressionnant, il y a des témoignages qui font les administrateurs locaux. C'est qu'en fait, quand il y a la CEPA qui fait une inspection nationale, ils s'arrangent avec l'usine, ils ferment l'usine pendant une dizaine de jours et après, ils la réouvrent. C'est assez impressionnant. Et une question aussi, mais c'est en train d'évoluer, la question au sein du parti et en fait l'évolution au sein du parti et l'évolution au sein du pays. Il y a quand même cette injonction de plus en plus forte sur l'environnement, donc il commence à avoir une évolution là-dessus. Et aussi une question. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que c'est quand même un des systèmes, en théorie, normatifs, les plus innovants sur la question en fait environnementale, mais qui dans la pratique n'est pas suffisant. Donc voilà, désolé, c'était un peu la grosse partie là, c'était vraiment le cœur du sujet, Donc voilà, pour résumer très rapidement, vraiment ces 4 causes, l'homme contre la nature, la démographie, l'industrialisation du système énergétique, qui provoquent des dommages environnementaux assez forts, donc l'apocalypse, la pollution à carence de l'eau, la dégradation des sols et toutes les questions de changement climatique, un impact économique qui est important. S'il y a un chiffre à retenir de tout ce moment-là, c'est entre 5,8 à 8% de choc sur le PIB. C'est ça, en fait, qui explique toute la crise environnementale et toute l'action du Parti communiste et, en fait, une évolution progressive du gouvernement. Donc, voilà. Normalement, la 3e partie est un petit peu plus courte. Là, c'était vraiment le cœur parce qu'il y avait beaucoup de chiffres et c'était la partie un peu technique. Donc, j'espère que je ne vous ai pas assommé sur les chiffres, sinon je suis désolé là-dessus. Et je vous propose de reprendre une petite session de questions et puis après, j'enchaîne sur la dernière partie. Et je vais juste prendre de l'eau. Merci. Des questions, donc vous pouvez, oui. Alors, je vois une main levée, c'est Myriam. Oui, désolée, c'est encore moi. Il y a une chose dont tu n'as pas du tout parlé, Romaric, c'est la planification à la chinoise, parce qu'ils ont des systèmes de planification extrêmement puissants. Et moi, j'ai eu l'occasion de lire en anglais le plan, notamment toute la partie environnementale. Franchement, ça ne dénoterait pas d'un texte européen assez ambitieux. Alors, j'entends qu'il y a des différences entre la réalité, enfin entre l'intention et la réalité, mais bon, quel est ton point de vue sur cette… parce que nous, on parle beaucoup de planification écologique, surtout depuis que Mélenchon a popularisé un peu ce terme, mais eux, en fait, ont des choses extrêmement précises et très ambitieuses, y compris sur les énergies renouvelables, enfin, etc.
Ah oui, 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 j'en ai pas. J'ai dû élaguer certaines parties là-dessus, mais oui, évidemment. Et en fait, c'est même le cœur de on va dire, de l'action du parti, et c'est aussi son immense force, où depuis 49, il y a cette planification étatique qui est extrêmement forte, et toute la partie dont on parlait sur l'industrialisation, tout ça, elle a été en partie pensée, en fait. C'est extrêmement fort et extrêmement prégnant. Et il y a eu en fait comment dire, un intelligent, pour le coup, mélange entre liberté individuelle, économique et planification, notamment sous Deng Xiaoping. Et en fait, ils ont réussi à trouver un équilibre entre la partie, on va dire, planification, un exemple tout bête, pour donner un peu de concret. Eux, par exemple, quand ils vont créer un pool, ils vont mettre ensemble les différents composants pour pouvoir monter, par exemple, un objet, un produit fini. Et ben, en fait, l'État va s'arranger pour que les différentes usines vont être à côté pour qu'il y ait le moins de transport, en fait, le moins de transport possible, quoi. Et cette planification, en fait, a été extrêmement importante. Il y a des plans quinquennaux qui sont mis en place, des plans quinquennaux qui sont mis en place tous les 5 ans, comme le nom l'indique. Il y a des objectifs en fait économiques qui ont été mis en place. Ils ont parlé à un moment de PIB vert, donc d'indexer, on va dire, la croissance sur l'environnement, mais ça n'a pas très bien marché, donc ils l'ont ôté. Et il y a une vision. Je pense que c'est aussi une des grandes différences qui peut exister entre une économie capitaliste comme la nôtre, avec le libre marché, et là, eux ont cette capacité en fait de planifier dans le long terme, et notamment, et ça c'est un élément qu'on dira jamais assez, je pense que en Occident, la question de qui entre le pouvoir politique et qui entre le pouvoir économique est à la préséance, c'est une grande question. Je pense là-dessus, quand on voit l'influence d'énormément des masses financières, etc. là-dessus, en Chine, le pouvoir politique, c'est très clair. C'est le pouvoir politique, en fait, qui a une préséance sur le pouvoir économique. Et il y a quelques années, je crois que c'est 2014-2015, ils ont décapité, alors au sens semi-littéral, ils ont décapité tous les chefs de l'industrie pétrolière. En fait, il y a eu plusieurs chefs de l'industrie pétrolière qui ont voulu qui ont un peu trop pris la confiance et qui ont voulu développer une parole politique. Ils se sont retrouvés dans des situations, voilà. Et c'est comme si nous, en France, on mettait Pouyanné en prison. C'est pour donner un peu un équivalent, quoi. C'est quand même Pouyanné, le PDG de Total. Il y a quand même à la fois cette capacité de planification avec une articulation entre liberté d'entreprendre et là-dessus, et de l'autre, vraiment, cette subordination du pouvoir économique au pouvoir politique. Lydia? Oui, je remets mon micro. Je voulais évoquer, tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'eau, du problème de l'eau. Moi, j'ai constaté au Tibet les barrages, puisque la majorité des fleuves chinois, enfin de toute la péninsule asiatique d'ailleurs, hein, de l'Asie du Sud-Est aussi, viennent du Tibet. Hein, tous les fleuves prennent leur source au Tibet. Et moi, j'ai vu mais des choses immondes, enfin au niveau de l'environnement. Parce qu'il faut voir comment ils détruisent et tout ce qu'ils construisent comme barrage et comme centrale hydroélectrique. Et je pense qu'ils vont finir, ils détournent les fleuves également et ils vont finir par assécher les fleuves. C'est catastrophique, ça, je trouve. Ouais, ouais. Et en plus, c'est catastrophique, non seulement parce qu'ils le font en Chine, mais que aussi ils créent des pénuries d'eau sur les différents fleuves qui vont continuer et qui vont dans les autres pays. L'Inde, En fait, oui, ouais, voilà. Ouais, et il y a toute une problématique géopolitique avec les différents voisins. Ils ont essayé de mettre en place plusieurs conférences là-dessus, où en fait les Chinois créent des barrages en fait là-dessus et font de la rétention d'eau et s'en servent comme arme géostratégique en fait. Et c'est assez dingue. Et il y a la question de la pénurie et comme tu dis, il y a la question de la pollution en fait de l'eau. Et on parlait des industries.
voilà, en fait, comme on disait, l'empereur est loin, le ciel est haut. Donc, si j'ai envie de rejeter mes déchets chimiques dans la rivière, je m'arrange avec le responsable du Parti communiste local et personne ne va rien me dire, hein. Donc ouais, très clairement, très Ah oui. clairement. Mais ils vont assoiffer l'Inde et enfin bon, bah, toute la base de l'Asie, c'est monstrueux ce qu'ils font. C'est des chantiers pharaoniques, hein. C'est entre ce qu'ils pillent au niveau du sous-sol aussi, parce que pendant des kilomètres et des kilomètres, on a des trains complets qui partent du Tibet. Et bon, le Tibet, le sous-sol est très riche, hein, puisqu'il y a 152 minerais différents dans le sous-sol du Tibet. Et il faut voir un peu, ils sont en train de tout détruire, c'est monstrueux. Complètement, complètement. Mais c'est, ouais, non, ça c'est un sujet, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains. Non. Bah, peut-être oui, peux-tu passer à la troisième partie Ah, si, il y a Robert, je crois, qui a levé la main. Ah bon, pas vu. Oui, oui. Vas-y, Robert. Je voulais revenir sur cette question de planification. Tu as dit qu'elle était assez admirable, mais concrètement sur le terrain, hein, parce que ce que je sais sur la planification économique de l'URSS, c'est qu'il y avait une volonté de tout planifier, mais en fait, l'échec du communisme soviétique, ça a été que cette planification n'était pas efficace. C'est facile relativement facile au niveau central de penser qu'on peut tout décider d'en haut. Mais tu as dit tout à l'heure que l'administration ne suivait pas, elle ne fonctionnait pas, elle était corrompue. Bon, donc, est-ce que tout planifier au niveau central, est-ce qu'une planification au niveau européen ou au niveau français est la solution pour avancer efficacement sur les problèmes environnementaux? Merci. Alors, il y a deux questions dans ce que tu dis. Je vais commencer par répondre par la question chinoise et je réponds plus sur le fond de est-ce que c'est une solution à la planification. Donc, sur vraiment la question en fait de la planification chinoise, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle s'est faite en plusieurs étapes. On va dire qu'il y a cette première étape qui a été de tenter d'imiter la question de la planification soviétique. Donc, en fait, il y a une concentration sur la question de l'industrie lourde et dans les années 60, on est à peu près à 30%. L'ensemble de l'industrie lourde. Donc, quand on parle d'industrie lourde, on parle vraiment de la défense, on parle des métaux, on parle de sidérurgie. Et en parallèle, on va dire l'industrie légère, donc plutôt les biens de consommation, en fait, ne sont pas, c'est ce qu'on disait sur le côté semi-planifié, semi-anarchique, où ça se développe en fait au niveau local. Et dès le début, il y a cette différence entre les industries d'État, qui sont concentrées sur l'industrie lourde, et de l'autre, le reste des industries, plutôt les industries légères. Dans les années 80, en fait, Deng Xiaoping, lui, hérite de cette infrastructure industrielle et va démanteler en grande partie la question, il ne va pas la démanteler, mais il va la privatiser en partie, de ce qu'il peut privatiser, en tout cas en termes d'industrie lourde, et en parallèle, l'industrie légère et toutes les autres industries, elles, vont se développer, mais de manière locale, en fait, de manière locale. Et à partir des années 80-90, par contre, on rentre
dans un système d'exportation. Donc, c'est vraiment cette période de la Chine comme atelier du monde. Et il y a une blague, j'aime beaucoup cette blague. Les 3 mots les plus connus en anglais, c'est Made in China. C'est Made in China. Et en fait, c'est vraiment cette période où il y a l'ensemble des produits du monde, en fait, qui sont issus d'une manufacture chinoise, mais une manufacture demandant assez peu de capital humain, en fait, et qui demande peu de questions techniques. Et donc, c'est le textile, c'est là-dessus. Et progressivement, en fait, et c'est assez une constante dans la plupart des industries asiatiques, où en fait, dans les années 80, les hautes valeurs ajoutées, on va dire, la technologie, par exemple, les magnétoscopes, c'était les Occidentaux qui les faisaient. Et là-dessus. Et il y a un moment, dans les années 70, à peu près un peu plus loin, 80-90, il y a une récupération de la technologie. Et la Chine se met à être capable de pouvoir développer des produits, en fait, à qualité équivalente de ce que produisent les Occidentaux. Donc, de nouveau, et ça, en fait, c'est une stratégie qui est pensée. Parce que pour pouvoir réussir à passer d'une industrie à valeur ajoutée faible à une industrie à valeur ajoutée forte, ça demande des infrastructures extrêmement développées, des ponts, des routes, tout ça. Ça demande une formation du capital humain, donc des gens qui ont fait des études, tout simplement, et qui sont capables de monter là-dessus. Et ça demande d'avoir anticipé ce passage-là. Et maintenant, on est dans une dernière phase sur vraiment où il y a un basculement d'un atelier du monde à une réorientation de cette production vers la demande intérieure, en fait. Et ce qui provoque des séismes, en fait, au niveau mondial, parce que cette demande, je vais prendre la question des métaux rares. En fait, actuellement, la France, pour tous les smartphones, là, c'est plus une question extractiviste, mais ça montre bien ce basculement, on importe les métaux rares de Chine. Mais par contre, la Chine, en fait, a une tel besoin de consommation parce que tous les Chinois ont des smartphones que d'ici 2030, la Chine a annoncé qu'elle exportera beaucoup moins de métaux rares. Mais en fait, pour nous, ça pose une question d'autonomie stratégique parce que maintenant, on n'a plus de métaux rares. Et aussi, une chose qui est quand même importante là-dessus, c'est que toute cette transition, en fait, elle s'est faite sur le sang des Chinois. C'est en fait, genre vraiment, je vous conseille, alors c'est peut-être là-dessus, c'est un très bon son d'Orelsan, un son un peu du rap, qui s'appelle La marchande de clés, de porte-clés. Et il raconte l'itinéraire d'une petite Chinoise, en fait, là-dessus. Et c'est abominable. C'est abominable. En fait, les jeunes filles, elles sont encore enlevées à l'âge de 6 ans. Elles passent des années, en fait, elles n'ont pas de nom. Elles n'ont pas de nom, en fait. Et elles sont dans des usines à monter des porte-clés, quoi. C'est une situation qui est absolument horrible. Et juste pour répondre, je réponds très rapidement sur la question de est-ce que la planification, c'est bien ou pas. Moi, personnellement, oui. Après, je pense que c'est une conviction profondément de gauche, mais je pense que la planification est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que pour moi, le marché actuellement, le capitalisme, le libre marché, c'est la loi de la jungle. Et en fait, on ne peut pas développer une vision dans le long terme et la question en fait de cette financiarisation de l'économie, de ce capitalisme sauvage entraîne en fait un manque de possibilités de planifier dans le long terme. Et je ne dis pas qu'il faut faire une planification à la chinoise, notamment sur ce qu'on a dit sur la question des droits de l'homme là-dessus, mais en tout cas, les questions environnementales sont des questions qui se posent en fait dans le très long terme. Et pour avoir cette capacité à penser le très long terme, il faut avoir un pouvoir politique qui soit fort et qui soit capable en fait de créer des plans sur 10, 20 ou 30 ans. Donc, je pense que la question de la planification a une bonne articulation entre une planification étatique et de l'autre, une liberté d'entreprendre,
avec évidemment un socle démocratique et des valeurs, tout ça, donc on ne va pas là-dessus, et quelque chose qui est intéressant. Myriam? Je remets le micro. De quoi je voulais parler du coup? Je suis désolée, mais je suis partie dans mes pensées en t'écoutant et j'ai oublié de quoi je voulais parler. Mais... Ah oui, si, ça me revient, excuse-moi. Tu parlais de l'usine du monde et de l'évolution de la Chine. J'ai eu la chance de visiter la Chine dans le cadre d'un voyage d'études, donc d'avoir accès à des choses que des touristes ne voient pas. Et moi, je dirais aujourd'hui, la Chine, c'est le laboratoire du monde, hein, parce qu'il faut voir comment leurs universités, leurs laboratoires, leurs recherche et développement sont d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, parce que là, nous, où la recherche publique laborieusement a quelques crédits de la part de l'État, là, c'est des investissements qui sont vite considérables. Et donc, il faut faire attention à bien mesurer la puissance de la Chine, et ce n'est déjà plus l'usine du monde. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Eh ben, merci pour la transition. La transition était absolument formidable. Je vais peut-être passer sur la dernière partie, après on pourra continuer à discuter sur les questions. Moi, je vous avouerai que si ce sujet me passionne autant, c'est comme tu dis, pour moi, c'est vraiment un laboratoire du monde, et notamment sur le plan politique, où en fait, sur la question, donc là on passe à la troisième partie, il y a vraiment cette question d'anticipation, en fait, d'anticipation, et notamment cette question de comment on lutte pour ça. Et là, c'est plutôt l'activiste qui parle, où en fait, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est actuellement une forme d'autoritarisme, mais surtout, là, ils arrivent à transformer ça en une forme d'autoritarisme environnemental, d'écologie autoritaire, en fait. Et cette question, en fait, qui est en train d'émerger au vu, en fait, de la crise environnementale, et comme on l'abordait, la question de la planification, tout ça, où moi j'ai la crainte, en tant qu'activiste, en tant que militant écologique, c'est que certains pays, à un moment, fassent le choix pour lutter contre la question environnementale, le choix de l'autoritarisme. Et moi, c'est quand même une crainte que j'ai, je vous la partage là-dessus, qui est assez importante. Et je pense, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse en fait la question chinoise, c'est pour comprendre en fait comment ce mécanisme réussit à se mettre en place. Et donc là, je vais plutôt repartir sur mon fil, mais on a un petit peu parlé tout à l'heure et tout au long, on va dire, du déroulé. Je pense que vous avez bien compris quelle est la place du Parti communiste chinois. Il a une place en fait qui est absolument centrale. C'est lui qui tire toutes les ficelles du pays. En fait, toutes les institutions sont corrélées à des institutions du parti, avec cette capacité, en fait, cette école de cadres, où en fait le parti forme des cadres qui vont devenir ensuite des cadres administratifs, des juges là-dessus, et cette mutation progressive, et c'est ça que j'aimerais vraiment quand même appuyer dessus, et je pense que c'est vraiment une des choses qui est assez fascinante en fait là-dessus, c'est pourquoi en fait la Chine a réussi à rester un régime autoritaire et pourquoi elle a eu une pérennité. Ça fait quand même 70 ans que c'est un régime autoritaire où il n'y a aucune liberté politique. Si elle a réussi à le faire, c'est parce qu'elle a su en fait se réinventer, le Parti communiste a su se réinventer de manière complète à plusieurs moments. On parlait de la question économique où il s'est réinventé, où c'était un virage en fait qui était énorme, mais aussi on parlait de la question, il s'est réinventé sur la question du nationalisme et de cette reconnexion avec l'ère impériale. Et en fait, là, il y a un moment actuel où le Parti communiste chinois est en train d'opérer une mutation idéologique extrêmement importante
sur la question environnementale et écologique. Tout à l'heure, on parlait de l'action, en fait, de l'action gouvernementale, des législations, etc. Mais ça reste de la gestion de l'État, ça reste des affaires courantes. Là, on arrive en fait à un aspect méta où le Parti communiste chinois a développé, et on va parler de la contestation et de la prise de conscience des Chinois, a conscience que s'il n'opère pas une mue environnementale, il va perdre sa légitimité, il va perdre son pouvoir politique, notamment aussi parce qu'il perd son pouvoir économique. Et en fait, l'environnement et l'écologie est en train de devenir au centre de la matrice du Parti communiste chinois. Et il y a une expression en fait qui est absolument formidable. Pour vous donner une idée du taux d'imprégnation, c'est le terme de civilisation écologique, où en fait, ça a été voté dans les derniers statuts du parti, qui est la Bible du parti, qui est vraiment dans les points fondamentaux. Dans la doctrine, en fait, ils ont rajouté, il y a le stade capitaliste, dans le marxisme, et le stade capitalisme, le stade socialiste et le stade communiste. On va dire donc que socialiste avec une planification et la dictature du prolétariat, et le communisme, un peu une forme d'utopie heureuse, quoi. Et là, ils ont rajouté le stade de la civilisation écologique. Vous imaginez la révolution idéologique que c'est de rajouter cet état de civilisation écologique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, jusqu'à maintenant, la Chine était dans une posture de ce qu'on appelle, c'est Judith Shapiro qui fait cette distinction qui est absolument fantastique, entre un autoritarisme environnemental, donc elle se sert de son autoritarisme et de sa planification, en fait, de sa capacité à planifier, de son pouvoir politique pour essayer de résoudre, en fait, la question environnementale, à ce qu'on appelle une écologie autoritaire. Une écologie autoritaire, c'est le... Je pensais être fatigué sur le... Oui. Non, oui, une écologie autoritaire, c'est ça. Une écologie autoritaire où, en fait, ce n'est plus l'écologie qui est l'environnement qui est au service de l'autoritarisme. Non, l'inverse. Bon, désolé, je commence un peu à fatiguer. Mais c'est l'inverse où, en fait, elle se sert de la question environnementale pour renforcer, en fait, son pouvoir politique. Il y a un exemple qui est assez marquant là-dessus, c'est la question des crédits carbone. En fait, ce qu'ils sont en train de mettre en place actuellement en Chine, comme on parlait tout à l'heure du crédit social, en fait, avec cette normalisation des citoyens et cette déconstruction des citoyens pour pouvoir réécrire à partir d'une feuille blanche, là, actuellement, ils se servent de l'environnement pour pouvoir fermer des usines, et fermer des usines, non pas parce qu'elles sont polluantes, mais pour des raisons politiques et arbitraires, où en fait, ils se servent de l'environnement pour réussir à imposer encore plus d'environnement. Ça commence à être pensé, ça commence à être réfléchi, de se servir du prétexte environnemental pour pouvoir renforcer son autoritarisme. C'est vraiment ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc, où en fait on se sert, par exemple dans les années 80, de la stratégie du choc économique parce qu'il y a une pauvreté pour pouvoir avancer là-dessus, à maintenant on se sert de la crise environnementale pour renforcer l'autoritarisme. Et il y a vraiment cette mutation c'est un peu abstrait, un peu conceptuel, mais il y a vraiment cette mutation qui est absolument fascinante, quoi, où ils se rendent compte à quel point ils réussissent à l'intégrer. Et en face de ça, donc, et ce sera le dernier point là, il y a la question d'une contestation environnementale. Heureusement, il y a une contestation environnementale qui est présente, et non seulement elle est présente, mais elle est extrêmement massive, en fait. Il y a plus de 150 000 manifestations environnementales en Chine par an. Il y a 500 manifestations par jour sur la question environnementale. Et c'est pas que des petites manifestations. Il y a eu, et c'est assez ironique parce que c'était au moment où Xi Jinping
et on sent qu'il a bien compris en fait la question environnementale, l'importance là-dessus. Quand il était gouverneur de province, il y avait une manifestation qui a rassemblé, une manifestation violente, une émeute, un affrontement entre 40 000 paysans et 10 000 policiers. Vous imaginez la scène, c'est quand même quelque chose de massif. Et en fait, et là, c'est important de faire de nouveau une petite différence. Une petite différence entre les organisations non gouvernementales et les mouvements sociaux. Il y a, on va dire, 3 types de contestation / conscientisation de la population chinoise. Il y a d'une part les citoyens qui ont vraiment une sensibilité, comme on le disait, vis-à-vis de ça. Voilà, j'ai retrouvé mon chiffre, c'est 80% de la classe moyenne chinoise pense que la priorité devrait être donnée à l'environnement sur le développement économique. De même, en 2010, une étude d'opinion d'HSBC indiquait que 57% des Chinois continentaux plaçaient leur plus grand sujet d'inquiétude sur la question de la pollution de l'air. Et en fait, c'est un sujet qui est présent en fait dans les villes. Et il y a des activistes aussi qui sont extrêmement badass. Par exemple, il y a l'ancienne présentatrice vedette qui s'appelle Shai Jing, qui a publié un documentaire qui s'appelle Under the Dome, qui a été visionné plus de 150 millions de fois en 4 jours, avant qu'il soit censuré par les autorités. Donc, c'est vraiment une préoccupation majeure dans les villes, dans les campagnes, où en fait, la plupart des mouvements sont issus de mouvements de proximité. C'est on installe une usine, les personnes vont se rebeller contre cette usine. Donc, il y a vraiment cette sensibilité sur ces questions, un peu moins sur l'eau. La question de l'eau est moins conscientisée. Donc, on va dire il y a vraiment la population qui a un terreau de conscientisation. Il y a les organisations non gouvernementales. Donc, il y a des ONG environnementalistes en Chine, Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF sont implantés en Chine, mais aussi des ONG chinoises directement qui sont présentes. Et après, c'est compliqué parce qu'en fait, elles sont présentes, elles arrivent à agir, mais la condition pour qu'elles puissent agir, c'est de ne parler que de sujets environnementaux. Elles ne peuvent pas se permettre de parler de sujets sociaux, elles ne peuvent pas se permettre de parler surtout pas de sujets politiques comme le Parti communiste chinois, et elles sont obligées de rester sur ces différents sujets. Et il y a une forme de connivence serait peut-être un peu fort parce que c'est imposé, mais en tout cas, il y a des accords tacites entre les ONG et les responsables politiques, notamment, en fait, les ONG sont utiles à l'administration, souvent dans les guerres d'influence entre les administrations, et ça leur permet de se donner, notamment les administrations défendant l'environnement, de se donner une caution. Et il y a vraiment une forme d'un équilibre, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre politique, extrêmement subtil, où chacun connaît les règles du jeu et chacun ne va pas chercher à aller trop loin. Et il y a une forme clairement de muselage. Il y a un muselage qui est extrêmement fort, il faut le dire, là-dessus. Et ensuite, il y a une troisième, on va dire, force, qui sont vraiment, là, je parle plus des mouvements sociaux, en fait. Et je fais vraiment cette différence, c'est une différence qui est personnelle, c'est dans le cadre de mes recherches que je la fais, c'est une différenciation que je fais de moi-même, entre les ONG, d'un côté, donc qui sont plutôt sur ce format, on va dire, qui sont intégrés, en fait, dans le jeu du système politique, et de l'autre, les mouvements sociaux, qui sont, eux, vraiment plutôt issus de la base et qui sont des mouvements spontanés, en fait, qui sont des mouvements spontanés, plutôt sporadiques, souvent éphémères, et qui permettent en fait qui permettent une contestation. Et avec de nouveau
eux, pour le coup, eux qui ont vraiment des formes de revendications fortes et qui ont aussi des victoires, qui arrivent à faire fermer des usines et qui, des fois, aussi des questions, ça peut sombrer dans la violence, des fois. Mais de nouveau, en fait, le Parti communiste, il a une telle expérience, en fait, dans la destruction de syndicats, dans le muselage de la société civile, que de nouveau, en fait, ils ont du mal à émerger. Et par exemple, les leaders sont systématiquement enfermés. En fait, les leaders sont enfermés. Évidemment, j'en ai pas encore parlé avant, mais la répression, en fait, en Chine est monstrueuse, où les gens disparaissent. On n'est pas en France où on fait une garde à vue et on ressort. Là, les gens disparaissent, en fait. Et on les voit réapparaître des mois ou des années après sur des chaînes publiques où ils sont obligés d'avouer des choses qu'ils n'ont pas faites là-dessus. Et il y a une violence, en fait, qui est absolument monstrueuse contre ceux qui vont aller, en fait, au-delà. Il y a cet équilibre entre jusqu'où est la limite et à partir de là, il y a une répression là-dessus. On parlait de la question ouïghour, et là-dessus, c'est un génocide qui est extrêmement forte. Et en fait, c'est ça qui est un peu une forme de tristesse que je trouve, c'est que les ONG ont une utilité. Elles ont une utilité. Elles permettent, par exemple, d'avoir accès à l'information. Par exemple, en 2011, le ministère de l'Environnement ne voulait pas publier une étude, parce qu'on a besoin de chiffres aussi pour pouvoir lutter. Et ils ne voulaient pas le faire. Et les ONG ont réussi à mettre cette pression pour avoir les chiffres. Des fois, ils ont des victoires au niveau là-dessus. Des fois, ils permettent d'avoir des arbitrages entre les différentes administrations. Mais de manière globale, en fait, ils ont le seul capital qu'ils ont véritablement, c'est le capital informationnel et le capital symbolique. Où en fait, le gouvernement, le Parti communiste chinois, n'a pas peur des ONG en tant que telles, mais elles ont peur de ce qu'elles représentent. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette mutation qui est en cours, c'est par le symbolique. En fait, les ONG incarnent l'environnement, elles incarnent des préoccupations, elles incarnent ça, elles ont cette influence par ça, mais véritablement, s'il y a cette transition extrêmement forte entre le système actuel et cet autoritarisme écologique et cette écologie autoritaire, c'est parce que les dirigeants sentent d'eux-mêmes que s'ils ne le font pas, dans quelques années, ça va péter. Mais ils ont cette capacité en fait d'anticipation, de mettre en place des processus de contrôle de la société qui permet en fait d'éviter ça en ayant 10 ans d'avance. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà. Donc pour conclure, et pour résumer un petit peu, donc vraiment voilà cette construction d'un système autoritaire dans la durée, avec cette période d'une idéologie communiste et d'un système autoritaire comme il se fait à George Orwell à 1984. Ce passage à capitalisme économique, on va dire, et c'est l'économie socialiste de marché, avec maintenant Xi Jinping sur la question nationaliste et cette reconnexion à l'ère impériale et la modernisation des moyens de contrôle. Une position géopolitique, on va dire, qui est entre volonté de puissance et intégration, donc entre cette volonté d'hégémonie et d'être le centre du monde et de se sécuriser, et de l'autre, cette intégration régionale. On n'a pas parlé des routes de la soie, mais ça en fait partie aussi là. C'est une crise environnementale qui a vraiment des causes à la fois idéologiques, mais aussi en termes de démographie, d'industrialisation et le système énergétique qui est présent. Des dommages environnementaux, cette apocalypse, cette pollution de l'eau, la dégradation des sols, les pluies acides, on n'a pas parlé, mais aussi les pluies acides extrêmement violentes, le changement climatique et la diplomatie verte, le Parti communiste qui va véritablement, on va dire, agir à cause des dommages économiques que ça pose et des dommages sanitaires. Donc, ils sont obligés d'agir là-dessus. Une réponse sur le plan législatif et sur l'administration.
un lien entre le pouvoir et vraiment cet équilibre de force disproportionné, ce déséquilibre de force, presque, on devrait dire, entre d'un côté les ONG environnementales, les mouvements sociaux et les citoyens aussi qui sont conscientisés, et de l'autre, un parti communiste chinois qui a la mainmise totale sur le pays, qui est capable d'anticiper les différents remous, mais quand même qui a cette intuition et cette capacité de sentir que s'ils n'agissent pas, ils pourraient être destitués. Donc voilà, pour conclure. Merci Romaric, ma foi c'était très 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 complet. On peut voir quelques questions, mais en même temps il est déjà 21h25, donc je pense que toi-même tu Désolé. Voilà, c'est normal, hein, la Chine c'est grand, et donc les problèmes sont liés. Je crois qu'effectivement c'est un modèle qui malheureusement nous pend un peu au nez, si j'ose dire. Quand je vois ce que tu dis sur les crédits carbone et sur ce qu'on sait sur effectivement Black Mirror, et on vous donne des points si vous aidez quelqu'un à traverser la rue, et puis si vous faites le contraire, on vous enlève des points, puis vous aurez un logement, puis vous aurez ci, etc. C'est assez dramatique. Ce qui est terrible, c'est que notre ami Yves Cochet pensait faire des choses comme ça aussi avec des quotas, ce qui n'est pas complètement stupide en même temps, puisque il faudrait effectivement que chacun puisse avoir droit aux ressources d'une manière égalitaire. Mais évidemment, ni en Chine, ni à l'heure actuelle dans notre système de capitalisme néolibéral outrancier, et même s'il n'était pas outrancier d'ailleurs, je suis bien d'accord avec toi. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi sur la planification est nécessaire, mais je pense que il faut reprendre aussi le démarrage des territoires et la prise en compte des territoires, même si évidemment après Je pense que tu es d'accord aussi. Je laisse la parole si quelqu'un veut poser des questions. Je me posais la question sur les contestations, justement, parce que même à l'extérieur, on en parle très peu. Hein. Moi, j'ai vu passer des choses comme ça, hein, c'est ce que j'avais marqué sur certains points. On a des images, il y a eu des films hein, quand même, qui étaient intéressants sur le charbon, sur les barrages, etc., etc., des films très forts. Il semble qu'il y en ait beaucoup moins mais avec le Covid. C'est pour toute l'industrie cinématographique. Mais Patrick, à la main levée. Oui, c'est de reposer un peu la question de tout à l'heure, justement, la place, entre guillemets, de la société démocratique, des intellectuels, des élites culturelles dans la Chine d'aujourd'hui. Désolé, je regardais mes notes, j'ai oublié de répondre à sa question. Oui, et Françoise, bien sûr, il faut une planification locale. Et en fait, le terme de planification, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, j'ai milité beaucoup à Nancy. Et il y a des copains, des activistes qui ont lancé un projet qui s'appelle le Plan B et qui en fait sert à aider à planifier et à coordonner l'ensemble des activités militantes. Et ça permet de décupler en fait les activités militantes par une rationalisation là-dessus. C'est une forme de planification aussi et c'est nécessaire et c'est génial. Je vous incite à aller voir le site, c'est le Plan B. Et donc oui. En fait, j'aime bien, pour répondre à ta question, Patrick, c'est Jean-Pierre Cabestan. Il utilise un terme qui est intéressant. Il parle d'une société civile embryonnaire, en fait, où il y a une proto-société civile, en fait, qui émerge, mais elle émerge sous contrôle du parti. En fait, le parti considère c'est un peu comme une cocotte minute. Je pense que c'est la stratégie de la cocotte minute, où en fait, ils considèrent qu'ils ont meilleur temps de laisser en fait en place une contestation, une société civile. Et on parle aussi donc d'une société civile. Il y a la question environnementale, il y a la question des syndicats
où il y a des syndicats aussi qui existent à minima un petit peu en Chine, et on en parle très très peu, mais les sociétés religieuses. Il y a les sociétés religieuses, catholiques, protestantes, ont une véritable influence. Et alors, je suis pas sûr de ma stat, mais je crois que par exemple, les catholiques en Chine, c'est une vraie question qui est en fait en train d'émerger parce qu'ils vont être beaucoup bientôt et que ça se développe en fait énormément et là-dessus. Et ils ont une véritable influence et une capacité de pouvoir influencer. Mais en fait, cette société civile reste embryonnaire, elle reste en fait sous contrôle du parti avec un ensemble de mécanismes en fait. Par exemple, la question, je donne un exemple tout bête, la question de faire enregistrer une association en Chine. C'est pour pouvoir agir, il faut faire enregistrer son association. À ce moment-là, il y a une forme de filtrage qui est absolument énorme là-dessus, et ils peuvent pas faire enregistrer des. Et pour se faire enregistrer, d'ailleurs, souvent, ça demande d'avoir des accointances avec le responsable local du parti local. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que, et de nouveau, c'est une expression de Jean-Pierre Cabestan, lui, il parle d'un autoritarisme à l'écoute. Alors, ce qui est totalement paradoxal, mais en fait, c'est de nouveau cette idée de cocotte minute où ils préfèrent faire sortir un petit peu de pression et en fait, ils vont des fois faire des consultations pour voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Il y a, très étonnant, on parle du parti unique, mais en fait, en réalité, en Chine, c'est un raccourci, il y a plusieurs partis. Il y a, alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est la confédération des partis ou un truc là-dessus, mais il y a 7 ou 8 partis qui existent, qui sont des partis totalement consultatifs, qui sont regroupés dans un truc qui est totalement là-dessus, où ils peuvent quand même poser quelques petites questions des fois, ou avoir des positions un peu là-dessus, mais c'est pas en fait quelque chose de naturel et de sain. C'est quelque chose qui est complètement noyauté par le parti. Et en fait, sur la question des intellectuels et plus précisément des artistes, il y a, alors là où un espace qui a véritablement permis peut-être à un moment d'avoir une libre pensée, c'était les réseaux sociaux. Il y a eu, alors j'ai un trou sur le nom du réseau social chinois, mais il y a eu entre 2014 et 2018, si mes souvenirs sont bons, 2012-2018, il y a eu pendant 4 ou 5 ans un réseau social qui, pour le coup, avait une part de liberté, en fait, où il y a eu des messages contestataires, il y a eu des questions des intellectuels qui ont pu s'exprimer dessus, mais en fait, ça a été complètement cassé. Et c'est assez marrant entre guillemets, parce qu'au début, ils ont essayé de casser ça par des moyens technologiques. Ils ont essayé de mettre en place des pare-feux, des choses, et un contrôle des gens qui modéraient et tout. Et à un moment, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Ils sont revenus aux méthodes traditionnelles et les gens qui parlaient trop, ils descendaient chez eux et ils les enlevaient, quoi. Mais vraiment, c'était voilà, des fois les méthodes là-dessus. Et après, sur les intellectuels, il y en a, mais ceux qui vont le plus s'exprimer, c'est ceux qui sont exilés. En fait, ceux qui vont s'exiler, qui vont avoir une liberté de parole, et certains qui arrivent à être suffisamment fins pour apporter des idées sans rentrer complètement dans la sphère du parti communiste, dans l'opposition au Parti communiste chinois, et réussir à trouver cet équilibre entre les deux. Mais ça commence à se développer aussi, et qu'il y a des personnes qui arrivent à parler. Oui, il y a quand même une certaine liberté, mais il ne faut pas que ça dépasse certaines limites, quoi, on va dire. Vas-y, Patrick. Mais le rôle de la diaspora, ce que j'ai mis dans la discussion. Le rôle de la diaspora. Il y a un rôle géopolitique où en fait la Chine s'est rendue compte à un certain moment qu'elle avait une diaspora et elle peut s'en servir comme moyen de pression diplomatique. Ça va dans les deux sens, hein. Il y a le sens, on va dire là, sur les moyens diplomatiques là-dessus, et en parallèle, il peut avoir des contestations qui émergent en fait de cette diaspora qui a une parole quand même évidemment plus libre là-dessus. Là, par exemple, j'étais à Châtelet,
Et j'ai croisé une association qui s'appelle textuellement l'Anti-Parti communiste chinois. Ils font signer des pétitions dessus. J'étais assez étonné. Il faut que je les recontacte, j'avais discuté un peu plus avec eux. Et là-dessus, mais il y a aussi cette possibilité est présente, quoi. Mais il faut quand même avoir en tête que la Chine a le bras long, hein. Franchement, ça reste quand même risqué. Il y a vraiment une stratégie, on n'en parle pas, mais il y a aussi des stratégies d'influence en fait de l'opinion, où en fait ils vont financer des think tanks, ils vont financer. Il y a, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, je donne un exemple. Là, sur la question de la reconnaissance du vote du terme de génocide par l'Assemblée nationale française. Il y a un député LREM qui a voté contre. C'était le seul. Il y a eu, je crois, sur tous les députés, il y en a un. Je pense que ça pose quand même des questions très sérieuses sur ses liens avec. Après, je connais pas plus ce dossier, mais c'est questionnant où on voit des prises de position, on voit des capacités, en fait, une forme de soft power. Mais après, comme tous les pays, hein, les Français, on est pareil, peut-être pas sur les droits de l'homme, et encore, mais aussi on développe une diplomatie d'influence là-dessus. Et eux aussi, quoi, ils la développent, y compris par leur diaspora. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vu l'heure tardive et vu le nombre impressionnant d'informations que tu nous as données, ouais, je me rends pas compte. tu nous as données, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, en espérant que ce que tu disais, ce que effectivement on peut craindre, ne nous donne pas un exemple qui pourrait fonctionner chez nous, enfin chez nous et partout, malheureusement, et parce qu'il y a d'autres pays qui sont de plus en plus, la Russie, même si elle est en train de. Mais sur l'eau, je donnais l'exemple d'Erdogan. Bon, en même temps, il n'a pas la richesse, évidemment, ni la puissance de la Chine, mais c'est vrai que ça peut être un exemple. Souvenons-nous de Raffarin, qui trouvait que le système chinois était vraiment très, très intéressant. Voilà, non, c'est vrai que ça mérite de continuer à en discuter et à travailler dessus. Je mettais simplement un point, puisque j'ai écouté je ne sais plus quelle émission où des gens interviewaient des Chinois qui manifestement étaient d'une classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, mais que le confinement absolument épouvantable qui a duré 2 mois, poussés à l'exil. Donc, c'est vrai et qui disaient eux-mêmes qu'ils pensaient qu'ils étaient dans une société qui n'était pas, qui était ouverte sur certains plans. Et que là, ils s'apercevaient que, non, elle était très fermée. Après, comme disait Sun Tzu, justement, connais ton adversaire et tu gagneras la moitié des batailles. Connais-toi toi-même et tu gagneras la moitié de tes batailles. Et connais-toi et connais ton adversaire. Et là-dessus, c'est aussi pour ça qu'on étudie. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup, Romaric. Et continue. On continuera à te solliciter, aucun souci. Merci beaucoup à tout le monde. Et à bientôt. Donc, il va y avoir évidemment une visio, un podcast possible. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Oui, c'est dans le noir, là. À bientôt. Bonne soirée tout le monde.